te laisse poursuivre, Arnaud, sur le... Parce que je pense qu'il y aura aussi pas mal de questions sur le volet thermique. C'est possible. C'est un volet long, dur à digérer, je vous préviens, même si c'est assez illustré et vivant, mais il y a beaucoup d'informations. Alors, la cartographie thermique, juste, c'est réalisé avec l'aide d'un consortium scientifique de l'Université de Lyon, l'École nationale supérieure de Lyon et le CNRS, et puis un collègue de l'Université de Nottingham qui est spécialisé sur la mise en place et l'interprétation des cartographies thermiques infrarouges sur les milieux aquatiques. Pour ceux que ça intéresse, vous avez une synthèse récente, scientifique, en anglais, certes, mais qui est libre d'accès. Donc, vous pourrez retrouver la référence sur le diaporama qui est public. Mais c'est pour ceux qui s'intéressent au sujet, en un seul article, vous avez vraiment l'ensemble de la problématique. Et puis surtout, ça met vraiment l'accent sur pourquoi il faut transférer ces informations-là aux gestionnaires sur les aspects de refuge thermique pour les prendre en compte dans les décisions aujourd'hui de gestion. Maintenant que la technologie existe, on peut rentrer dans l'opérationnel. Donc, comment ça se passe? Donc, sur la Bienne, on survole en fait avec un ULM et équipé de différents matériels, caméra thermique, caméra optique, GPS, stabilisateur, pour permettre d'avoir une image la plus stabilisée et pas floue, effectivement. Et donc, on procède au survol de la Bienne avec l'ULM. Ici, c'est le tracé en rouge, aller-retour. Hop, donc est survolé 2 fois. Et donc cette campagne a été réalisée le 21 juillet en fin d'après-midi. C'est à peu près 1 heure de vol pour faire l'aller-retour sur la Bienne. C'est assez rapide. Et au débit ici que vous voyez, donc un étiage sévère, puisqu'on était à un débit nageur à 1,28 m3 seconde, ce qui est parmi les plus faibles de l'été. Donc l'idée, c'est vraiment de caractériser la rivière au moment là où elle est la plus contrainte thermiquement, à la fois au cours de l'été et à la fois au cours de la journée. Donc on a vraiment les conditions les pires. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc ça, voilà. Mais ça permet d'avoir une information spatiale de la thermie. Et après, on vient compléter avec des sondes thermiques qui étaient ici propriété de la Fédération de pêche du Jura et du PNR, donc qui nous ont mis à disposition les données pour avoir une information temporelle sur qu'est-ce qui se passe pendant l'été au niveau thermique. On met des thermomètres de calibration pendant le vol, c'est les petits points blancs ici, tac, 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 pour bien vérifier qu'on a la même température entre ce que va donner la caméra thermique, parce qu'on vole à peu près à 300 mètres d'altitude, et ce que va nous donner donc, la sonde de calibration, voilà, pour corriger éventuellement même l'information de la caméra thermique. Donc, on acquit, voilà, il y a une acquisition des images. Donc, on a à la fois des images thermiques, ici non traitées en noir et blanc, et à la fois des images visibles. Ça, c'est la caméra, c'est l'appareil photo normal. Et ces deux images nous permettent du coup d'interpréter ce qu'on voit. L'image visible nous permet d'interpréter ce qu'on voit au niveau thermique. Si on voit une arrivée d'eau froide, est-ce que c'est un affluent? Est-ce que c'est une résurgence? Voilà. On a besoin de l'image visible. Et ça permet d'avoir aussi un orthophoto très haute résolution du coup pour le parc derrière qui peut être utilisé pour d'autres opérations. Voilà, donc après, on a tout un travail de traitement. Ici, vous avez la corrélation entre les températures infrarouges et les températures de l'eau. Et donc ensuite, on fournit les livrables que je vais vous présenter ici.
première information, toujours sur la méthode, c'est qu'il faut avoir en tête qu'il y a une forte corrélation entre la distribution des refuges thermiques qu'on va trouver, c'est-à-dire les arrivées d'eau froide sur la rivière, et différents paramètres qui sont l'hydrologie, donc le débit, la température de l'air et puis la pluviométrie qu'il y a pu avoir les jours précédents. Donc c'est pour ça que c'est important de replacer les conditions du jour du survol sur ce qui s'est passé pendant l'été. Donc ici, vous avez un graphique du 15 juin au 30 août où vous avez présenté la température mini-maxi journalière donc de l'air, donc vraiment la température de l'air, l'amplitude de la température de l'air tous les jours. Et on voit ici les conditions qu'on avait pendant le survol. J'ai dû les mettre, voilà, ici, la température la plus froide, il a fait entre 14 et 23 degrés ce jour-là, à Geur, à l'ombre, donc dans une station météo. Et on voit la répartition au cours de l'été. Pareil pour les débits. Ici, vous avez le débit de la Bienne donc à Geur. Donc on se replace, voilà, ici, on était à un débit de 1,28 m3 seconde. Donc c'est important. Donc ce qu'on va voir après, c'est les conditions, regarder au cours de l'été le nombre de fois où on a eu les mêmes conditions que le jour du survol. Donc je vous ai mis ici en grisé les fenêtres où on a des températures de l'air qui étaient les mêmes que quand on a survolé, nous, la Bienne. Et pareil, ici, reprojeté sur le graphique des débits. Donc on voit qu'on a à peu près pendant 24 jours sur 77, du 15 juin à fin août, donc 31% du temps, on peut dire que les conditions hydrologiques et de température d'air étaient similaires à celles du jour du survol. Et quand on regarde sur les conditions thermiques, au niveau des sondes thermiques, ici il y a une quinzaine de sondes thermiques donc sur la Bienne. On voit donc les moyennes journalières. On replace les conditions au jour du survol. En fait, on voit que quand on a survolé, c'est pas là qu'il y avait les températures de l'eau les plus élevées, par exemple. Elles ont été beaucoup plus élevées plus tard. Donc, si on regarde par rapport aux températures obtenues par les sondes thermiques le long de la Bienne, on peut augmenter presque la fenêtre, même si les conditions de débit étaient différentes, jusqu'à presque 40 jours sur 77. Donc, potentiellement, on va dire, on peut être entre 30% et 50% du temps pendant l'été, où ce nous on a vu ce jour-là est représentatif. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord une diversité thermique importante. On a des températures de 9 à 32 degrés sur la Bienne et des températures majoritairement élevées. Donc ça, c'est la répartition en fait, de tous nos pixels en eau. Il faut savoir qu'on a une résolution à peu près d'une température tous les 20 à 30 cm sur l'ensemble de la rivière. Donc ça fait beaucoup, ça fait des millions effectivement de pixels sur lesquels on a une donnée thermique. Donc on projette un peu la répartition de ces pixels. Donc on a une densité, mais peu importe. Donc on voit ici leur répartition. Donc on a une médiane qui est importante, qui est aux alentours de 25 degrés quasiment. Donc c'est-à-dire que 50% de la surface en eau est au-dessus de 25 degrés et 50% est en dessous de 25 degrés, mais c'est quand même une température élevée pour une rivière salmonicole. Et puis, on a replacé ici, pour information, les seuils de stress, début de seuil de stress pour la truite à 19 degrés et seuil létal pour la truite, donc 25 degrés. Donc déjà, ça permet de voir qu'effectivement, on a des surfaces en eau quand même qui sont importants déjà on est déjà dans des seuils de stress pour la truite, voire létaux. La deuxième information, ça c'est toujours mieux, c'est qu'on a un profil thermique de la rivière, c'est-à-dire le profil amont-aval, vous allez voir qui n'est pas du tout linéaire et qui est bien représentatif de la température de la rivière, ça c'est toujours mieux, effectivement. Donc voilà le profil thermique de la Bienne, depuis l'amont ici jusque l'aval. Donc on n'est pas sur un profil linéaire,
qui monte progressivement, on voit qu'on a des sauts, des baisses, etc., des ruptures de température plus ou moins grandes. Et ça peut être des micro-variations. On a des secteurs où ça monte très fortement, d'autres où ça va rester stable ici sur plusieurs kilomètres, etc. Vous avez en vert nos données des thermomètres de calibration. Donc on voit que nos données de nos thermomètres de calibration représentent bien la température obtenue aussi par la caméra thermique. Voilà, je vous ai mis la petite photo pour rappel. Et puis ici, vous avez les données que ont obtenues les sondes thermiques placées par la Fédération de pêche tout au long donc, de l'été, qui, elle, est différente parce qu'elle va donner une température du fond. Nous, on a une température de surface avec la caméra thermique et les sondes donnent une température de fond. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de stratification sur la rivière, c'est qu'on a bien nos points violets qui viennent se placer sur notre courbe de température de surface. Donc, on a la même température, en fait, à la surface qu'au fond, là où ont été placés les thermomètres. S'il y avait une différence, on aurait les points qui seraient plus bas que la courbe bleue. Donc, voilà pourquoi c'est toujours mieux d'avoir une bonne correspondance. Et juste pour rappel, parce que des fois on le voit encore ici, on a beaucoup de sondes thermiques sur un linéaire faible, donc on pourrait presque se permettre de dessiner un profil en fonction des sondes, mais on voit que si on peut difficilement relier les points entre eux, hein. Quand on met des sondes thermiques le long de la rivière, il faut avoir quand même en tête qu'on reste sur du stationnel, c'est valable là où on a mis la sonde thermique. Et il ne faut pas faire du spatial avec des données stationnelles. C'est juste voilà, pour informer quand même qu'on a bien deux technologies, mais qui sont très complémentaires. L'infrarouge va vous donner une information spatialisée et les sondes thermiques vont vous donner une information stationnelle, mais temporelle. Et donc, il faut grouper les deux pour faire un diagnostic. Donc voilà le profil thermique, donc on le retrouve ici, mais vous l'avez ici en cartographie. C'est-à-dire qu'ici, voilà, vous avez avec un code couleur bleu à rouge, plus la température s'élève, on voit le tracé effectivement du profil thermique. Donc on devine des petites augmentations, des refroidissements à certains endroits. Voilà, on commence à voir cette diversité se matérialiser sur le linéaire. Donc, ce qu'on a, après, on travaille évidemment là-dessus. Donc, on a identifié 10 zones de réchauffement majeures, c'est-à-dire que c'est des réchauffements qui ont une influence sur le profil en long et avec une forte influence des retenues d'eau. Donc, on a mis ici les réchauffements et points chauds qui ont été identifiés. C'est tous les secteurs, effectivement, où on pense que ça correspond à des anomalies thermiques. C'est-à-dire qu'on a des élévations brutales qui nous semble anormal par rapport au profil. Et après, on essaye d'aller voir qu'est-ce qui provoque ces élévations thermiques. Donc, vous les avez ici placés sur le profil. Hein, on les voit, c'est tous les secteurs où on commence à passer du vert au rouge ou du bleu au orange, enfin voilà, où on a des augmentations de température. Et puis, on va sortir des cartes des mosaïques thermiques. Donc là, vous avez très précisément... alors ici, c'est l'amont de Morée, donc la rivière n'est pas large, mais vous verrez tout à l'heure, c'est plus visible. Donc on voit ici notre mosaïque thermique sur la rivière qu'on vient placer sur nos images visibles pour bien interpréter les choses. Donc on voit qu'on passe ici du bleu au rouge, c'est assez visible, avec des températures de 18 degrés à 22, 23 sur ce secteur-là, en 300-400 mètres de rivière. C'est rapide. C'est un secteur effectivement sur lequel on n'a plus d'arrivée d'eau froide, on n'a pas d'échange de nappe rivière sur ce secteur-là. On a replacé ça sur des vieilles photos aériennes pour montrer aussi la différence d'occupation du sol, de tracé du lit de la rivière, etc. Donc on voit qu'effectivement on a eu une artificialisation quand même des berges sur ce secteur-là qui probablement est venue perturber les échanges avec la nappe, tous les échanges hyporiques qu'il pourrait y avoir entre la nappe et la rivière.
Deuxième zone de réchauffement aussi qui est intéressante à montrer, c'est la traversée de Morée. C'est assez classique en fait, hein, même si c'est pas une ville importante et que le cours d'eau est assez est peu large sur ce secteur-là. Les traversées urbaines se caractérisent très souvent par une augmentation de température simplement liée à l'artificialisation des berges, hein, le béton, moins de ripisylve, etc. Bah oui, ça chauffe plus, ça gamazine la chaleur liée au rayonnement solaire, et puis ça restitue la chaleur, ça vient réchauffer l'eau. Et puis les étagements aussi successifs, hein, liés au petit seuil, qui viennent ralentir les écoulements. Tout ça fait qu'à la fin, effectivement, on a des fortes augmentations. Ici, sur un peu plus d'1 kilomètre, voilà, on passe de 18 degrés à plus de 21. Et même plus élevé au-dessus, un peu en dessous, pardon. Et ça, on le verra après, mais vous voyez ici l'arrivée du trou bleu qui est très, très visuel et très clair, donc où on va passer de 21 à 12 degrés en quelques mètres. Autre secteur effectivement important qui chauffe, c'est l'arrivée du Lison. C'est-à-dire le tronçon court-circuité à l'aval des Tables, lui est déjà assez chaud, hein. On commence à être bas sur la vallée, donc on va avoir des températures de 22-23 degrés au moment les plus chaudes de la journée, à l'aval du barrage des Tables. Mais en plus, on a ici, vous avez l'arrivée du Lison, qui lui va arriver à plus de 25 degrés, et qui va venir faire un panache. On voit ici le panache provoqué par l'arrivée du Lison. Un panache d'eau plus chaude qui va se maintenir et de venir contribuer encore à réchauffer l'eau de la Bienne. Alors il faut savoir qu'effectivement sur le Lison, c'est anormal hein, pour un bassin versant, pour ceux qui connaissent le Lison, très boisé, avec un linéaire assez faible, d'avoir à l'aval comme ça une température aussi élevée. Bon, c'est simplement lié aux deux barrages de Ravilol et Cutura à l'amont qui très rapidement font passer l'eau d'après les sondes de 13 degrés à 24-25 juste à l'aval des barrages. Donc, et qu'on garde ces températures-là jusqu'à l'arrivée dans la Bienne. Ensuite, on a des effets barrages, des effets retenus en fait plutôt. Bon, évidemment, les retenues est liées au barrage, mais on voit très clairement les réchauffements liés aux retenues sur les linéaires. Alors nous, on appelle ça des remous thermiques parce qu'en fait, on voit très clairement le remous thermique se dessiner au niveau des ouvrages, avec des passages de température assez importants comme ça, sur des linéaires assez faibles, des élévations importantes. Donc par exemple ici, on a noté un remous thermique de plusieurs centaines de mètres sur le barrage Manzoni. Et puis vous verrez, ça c'est assez classique. Alors ça, c'est des phénomènes hydromorphologiques qui sont décrits hein, dans la littérature et qui sont connus. C'est que les effets, en fait, quand on met des ouvrages comme ça transversaux et qui ralentissent le courant et qui provoquent des retenues, on empêche en fait quelque part les arrivées de la nappe qui pourraient être progressifs sur ce secteur-là s'il était courant. Et on concentre quelque part la ressortie de ces apports de nappe à l'aval de l'ouvrage. Alors ici en plus on a des arrivées de versants. Hein. Tout n'est pas c'est pas la restitution en fait de la retenue, c'est vraiment des apports d'eau souterraine qui ressortent à cet endroit-là. On voit la même chose sur le barrage des Tables. Voilà, vous avez un remous thermique ici qui est identifié, hein, sur lequel on a zoomé ici. On voit qu'en quelques mètres, en fait, on va passer de 22 à 27 degrés. Et on retrouve ici, à l'aval du barrage, des résurgences de nappes. Voilà, on peut tous les faire. Hein, barrage de Marignat, Marbrerie, Mollinges. En fait, ici, sur la carte globale, on ne voit pas, on voit
on ne peut pas revenir en arrière, donc je repasse avec l'enregistrement, on ne peut pas revenir sur la diapo précédente, mais le barrage donc, de Marina, pour vous les montrer, donc, on devine ici, hein, on voit ici le remous thermique qui se prolonge plus sur la rive gauche que sur la rive droite. Voilà, on sait d'ailleurs hein, sur ce secteur-là, pour ceux qui connaissent, on a un courant qui est un peu plus prononcé et qui va un peu plus loin sur la rive droite que sur la rive gauche. Pareil sur Marbrerie, on a un remous thermique qui remonte assez haut. Hein. Là, vous avez la confluence du Long-Viry qui provoque un petit panache d'arrivée d'eau plus fraîche. Et puis, on a l'effet barrage ici avec une élévation de température qui se prolonge assez haut quand même sur le linéaire. Et puis, la mosaïque thermique sur le barrage de Mollinges. Alors lui, il est un peu particulier parce que on a l'arrivée, la restitution du ruisseau de l'Enragé qui arrive très froid, hein, la résurgence, et qui du coup vient réduire un peu l'effet retenu du barrage, en tout cas au niveau thermique, pas forcément au niveau hydraulique, mais au niveau thermique. On voit l'image un peu tronquée parce que on a cette arrivée ici qui va refroidir le secteur. Et de nouveau, des arrivées plus fraîches en sortie. Bon, ici, tout est relatif, c'est quand même à 22 degrés. Mais bon, par rapport à 25 ou 25,5 au-dessus, c'est toujours mieux. Et puis, vous avez l'Avancia et Coiselet. Bon, voilà, on peut, pour finir sur les ouvrages. Alors, par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a mis en avant un très bon fonctionnement hydromorphologique sur la Bienne, c'est-à-dire des échanges nappes-rivières qui sont assez importants et plutôt réguliers sur le linéaire. C'est-à-dire que sur le profil thermique qu'on obtient, on vient mettre ici toutes les arrivées d'eau froide qu'on a identifiées. Une arrivée d'eau froide, c'est lorsque on a une zone, une certaine surface, qui va arriver à 0,5 degrés plus froid que le tronçon de la rivière. Et on vient placer donc à la fois donc une variation de taille en fonction de la surface de cette arrivée d'eau froide, hein, surface en mètres carrés, et puis vous avez sa température minimale ici qui est représentée sur l'axe température. Donc par exemple ici vous avez le trou bleu qui arrive, bah oui, le trou bleu il provoque cette chute de température, il est là, il arrive à 11 degrés. Mais ce qui est important de voir, première chose, c'est que tout le long du linéaire, quasiment, vous avez des points qui suivent proches à 0,5, 1 degré en dessous de notre profil thermique. Donc tout ça, c'est des échanges locaux avec la nappe. On voit, hein, des fois, il y en a moins. Ici, on voit qu'il y a moins de points que sur ce secteur-là. Bah, ça se traduit par une augmentation du profil. Voilà. Moins on a d'apport de nappe, plus la température de la rivière, elle va s'élever. Ça montre bien que c'est les apports constants et réguliers de nappe qui font qu'on a une espèce de catalyseur thermique pour la rivière. Dès qu'on perd ces échanges, eh ben, la température de surface, elle est plus refroidie par les apports de la nappe. Et donc, c'est tout de suite l'augmentation a lieu. Et on ne redescend pas. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez des apports de nappe que vous allez réussir à redescendre. Quand les degrés sont gagnés, c'est très difficile de les perdre. Bon, on peut placer voilà, ces poches froides sur le linéaire. Alors c'est très peu lisible, mais parce qu'il y en a beaucoup, voilà, on voit clairement qu'on a beaucoup d'arrivées d'eau froide, enfin, plus froide que la température médiane de la rivière sur l'ensemble du linéaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quand même qu'il y a un fonctionnement hydromorphologique de la Bienne qui est préservé. Et c'est plutôt bon signe sur une rivière comme celle-là.
Ensuite, on s'est intéressé à un peu, enfin, on a essayé de voir, il y a des origines connues d'arrivée d'eau plus froide. La source de l'Ars, le Trou bleu, ils ont été tracés c'est des arrivées karstiques qui sont connues, qui ont été tracées par des colorants, etc. Ici, je vous ai mis les traçages connus sur le secteur. Mais nous, alors, c'est un avantage aussi de cette technologie-là, c'est que ça permet d'identifier des arrivées d'eau froide dont on n'en avait pas forcément connaissance, parce qu'on les a jamais vues par les traçages. Et ici, on a plusieurs secteurs qui ont été identifiés, notamment à l'aval de Vaud, où on a des arrivées d'eau froide importantes dont l'origine, a priori, enfin en tout cas sur les aspects historiques des traçages karstiques, ne sont pas identifiés, ne sont pas connus. Alors pour continuer dans le positif, donc on va parler des refroidissements maintenant, on a parlé des réchauffements, et des refroidissements ou des zones de stabilisation du profil thermique. Donc même chose, c'est les secteurs sur lesquels on a un profil qui baisse. On le voit ici qui stagne, là également, une stabilisation, ou alors des baisses du profil thermique de la rivière. On les a identifiés également ici sur la carte. Et puis, alors, premier secteur, très à l'amont ici, c'est la restitution de la source captée de l'Ars, qui se situe à cet endroit-là. On voit, donc on est à la fin en fait du réchauffement dont on parlait tout à l'heure, et puis on voit un refroidissement, tous les petits points violets, c'est des arrivées d'eau froide, des échanges avec la nappe. On voit qu'effectivement, quand il n'y en a pas, on chauffe, hop, là on en retrouve pas mal, et on a une température de l'eau qui redescend fortement, puisqu'on arrive jusqu'à 15-16 degrés. Et puis ici, de nouveau des arrivées d'eau froide avec l'arrivée de la restitution de l'Ars qui pointe à peu près à 14 degrés. Donc on voit qu'en quelques mètres ici, on passe d'une température de 17 à 14. Le trou bleu, alors évidemment, c'est le refroidissement majeur de la Bienne. S'il n'y avait pas le trou bleu, la Bienne ne serait pas la Bienne, très clairement. Vous voyez ici, ça arrive un peu en deux temps. On a une température qui sort après Morée aux alentours de 21 degrés, et on a une arrivée ici à 12 dans un premier temps, et puis après une deuxième arrivée, même un peu plus froide, qui permet de refroidir la rivière sur presque 10 km. Très clairement, ça a une influence majeure sur le profil thermique de la rivière. Ensuite, on a une zone de stabilisation thermique. Donc ça, c'est intéressant, après avoir eu une augmentation, un secteur sur environ 5 km entre Tankua et le promontoire de l'Esa, où on reste autour de 17 degrés sur 5 km. Donc on pourrait s'attendre normalement sur 5 km, à avoir une élévation de température, ça serait assez logique. Ici, on ne l'a pas. Et c'est grâce effectivement à tous ces échanges ici que vous avez pointés par les petits points violets, qui permet du coup d'avoir des apports réguliers d'une eau peut-être à 1 degré inférieur à la température de l'eau, mais ça permet de catalyser clairement la température de l'eau. Ensuite, on a des arrivées d'eau froide identifiées dans le tronçon court-circuité d'Étable. Ici, vous avez le barrage d'Étable avec son remous thermique. Et à l'aval, ici, on voit du bleu et des poches violettes, enfin des points violets qui matérialisent des arrivées d'eau plus froides. Alors évidemment, même si elles arrivent assez froides, quand on a une eau qui sort à 26 degrés, c'est compliqué de descendre très bas. Donc on a au final, après mélange, une eau aux alentours de 23 degrés, mais qui va avoir tendance à rester dans ces valeurs-là, voire à baisser, grâce ici, on le voit, tous les traits beaucoup plus bleus ici, là, en rive droite, on a des résurgences qui arrivent depuis le bassin versant, des sointements latéraux qui permettent de faire arriver de l'eau plus froide sur ce secteur-là.
Alors ici, c'est le refroidissement majeur de l'aval, c'est à Vaux-les-Saint-Claude. Pour ceux qui connaissent, vous avez ici la fin du Gouraumoine. Voilà, donc là on est sur le secteur du Gouraumoine, donc aval de vraiment, enfin dans Saint-Claude, mais plutôt aval. Et puis on devine ici, on voit qu'il y a du rouge en rive droite, mais on voit des traits bleus ici en rive gauche. Et puis voilà, on perçoit régulièrement des arrivées d'eau froide et ici une zone avec des arrivées à 14-15 degrés, donc vraiment des résurgences karstiques qui arrivent sur ce secteur-là, qu'on retrouve encore ici un peu plus bas, avant d'arriver sur Geurs, toute la zone où des travaux avaient été réalisés dans les années 90 par les postes de bloc. Là. Donc tout ce secteur-là, avant d'arriver au vieux pont de Geurs. Sur la rive gauche, vous avez des arrivées d'eau plus froide. Là, vous avez le zoom des 3 encadrés de la diapo précédente, avec le Gouraumoine un peu ici au-dessus. Donc, on est sur le radier aval du Gouraumoine. Et on voit très clairement la différence entre rive droite à 25 degrés et rive gauche à 18. Voilà, qui matérialise toutes ces résurgences. Pareil ici à l'aval, avec l'arrivée ici karstique par un bras latéral, hein, qui permet d'apporter de l'eau froide sur ce secteur-là. Et puis, idem sur le secteur des blocs ici, avec des arrivées, des résurgences qui visuellement ne payeraient pas de mine. Hein. On pourrait même penser que c'est de l'eau qui ressort du radier du dessus, mais en fait pas du tout. Hein. C'est vraiment des arrivées de nappes d'eau souterraine un peu plus profonde qui permet on voit le panache le long de la berge, hein, de refroidir la berge rive gauche. Voilà, donc ça c'est sur les aspects refroidissement. L'autre grand résultat, c'est l'habitat thermique cette fois. Donc un habitat thermique, c'est en fonction d'une espèce cible. Hein. Donc ici, ça va être les salmonidés. Donc on va avoir un habitat thermique qui est assez contrasté. Hein. Vous l'avez vu, hein, beaucoup de température au-dessus de 25 degrés quand même, et qui peut être inquiétant dans le contexte du changement climatique. Donc tout d'abord, quand on travaille sur les habitats thermiques, on va aller confronter les conditions thermiques dont je vous ai ici présenté les résultats avec les exigences d'une espèce repère. Ici, c'est la truite commune. On connaît très bien en plus l'écologie de cette espèce-là et ses besoins thermiques. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va travailler dans une échelle spatio-temporelle. Donc, un axe spatial, c'est les résultats que je vous ai montrés, hein, par infrarouge thermique, une cartographie spatialement de la rivière. Et puis, on va avoir un axe temporel. Qu'est-ce qui se passe tous les jours, finalement, au cours de l'été, sur les différentes sondes ici qui ont été intégrées à l'étude des sondes de la Fédération de pêche. Donc vraiment, on va avoir une confrontation spatio-temporelle des résultats, puisque la donnée infrarouge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir conscience que c'est la plus critique. Elle a été réalisée aux heures les plus chaudes et dans les jours les plus chauds. Donc il faut un peu relativiser. Donc voilà, on va aller ici mettre sur le spatial des données temporelles. Donc si je fais une confrontation spatialement, voilà ce que ça donne. C'est que j'ai mis sur le graphique ici les exigences de la truite commune. Donc son optimum, c'est en dessous de 17 degrés. À partir de 17 degrés, elle est dans un stress métabolique au niveau alimentaire. Donc elle va réduire son comportement alimentaire. Et à partir de 19 degrés, elle va rentrer dans un stress plutôt physiologique, puisque la température de son corps est à la même température que celle de l'eau. Et évidemment, quand on a un optimum en dessous de 17 degrés, quand on est à 19, 20, 23 degrés, vos organes ils fonctionnent beaucoup moins bien. Hein. C'est comme quand nous, on a de la fièvre. Elle va être dans un stress physiologique qui peut devenir létal lorsqu'on va dépasser plusieurs heures à 25 degrés. Donc on voit clairement que si on s'arrête à ça, on a quand même beaucoup de notre courbe bleue qui est dans le stress physiologique ou en létal.
on peut le quantifier sur le linéaire. Voilà la répartition en code couleur en fonction des exigences de la truite. Lorsqu'on est en bleu, on en a optimum. C'est les mêmes codes couleurs, bleu, vert, orange, dégradé et rouge pour le létal. On voit qu'effectivement, dès les zones des gorges, on est dans des conditions quand même, le jour du survol, pas terribles pour la truite. Et si on veut le quantifier, voilà, on avait 8% de la surface en eau qui était dans l'optimum, 11% entre 17 et 19 degrés dans la gamme de stress métabolique, et on avait 70% du linéaire qui est dans la gamme de stress physiologique, et même 11% dans la gamme létale. Donc forcément, et pour autant on trouve de la truite sur la Bienne, donc forcément on voit ici l'importance des refuges thermiques qu'on peut identifier sur le linéaire. Juste ici pour vous montrer une autre représentation, c'est qu'on crée un code barre en fait sur le linéaire en fonction des linéaires ici qu'on a. Voilà, c'est une autre façon de présenter les résultats. Donc quand on est en vert, la distance en vert, on la reporte. Après, on passe dans l'orange, on la reporte. Rouge, bleu, vert, etc. Et donc, ça nous permet d'avoir une répartition en code barre des exigences thermiques de la truite le long du linéaire. On fait ça sur les différentes rivières pour avoir aussi des comparaisons entre rivières. Et puis, ça permet de projeter d'autres résultats. C'est ça que je vais vous montrer. Ça, c'est l'axe spatial dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la répartition des habitats thermiques de la truite le jour du survol de l'amont vers l'aval, avec quelques ici repères géographiques. Et vous avez les points qui sont présents. Ici, c'est les sondes thermiques, donc là où on va faire du temporel. Ce qu'on va aller regarder, c'est au cours du mois de juin, juillet et août, quel est le pourcentage du temps où on est dans les différentes exigences thermiques de la truite. Donc quand on est bleu, ça va. Quand on est vert, ça va un peu moins. Puis quand on est orange et rouge, ça va nettement moins. Ce qu'on voit très clairement, c'est qu'on a deux zones, ici, dans lesquelles on a des conditions qui restent favorables ou aussi, en tout cas, au cours de la journée. Parce que nous, on est passé au moment le plus chaud. Donc effectivement, au moment le plus chaud, on a des couleurs plutôt pas terribles pour la truite. Par contre, quand on regarde ce qui s'est passé le reste de la journée, on est redescendu en dessous de 19 degrés, ici, à l'aval de Vaud. C'est les secteurs où je vous ai montré les refroidissements, là, juste avant. Donc clairement, sur ce secteur-là, même si quand nous, on est passé, les conditions n'étaient pas top, le reste de la journée, on a toujours plusieurs heures où on redescend dans des conditions optimum, ou en tout cas un stress moindre. Et donc, ça permet de sauver, on va dire, la face. Et puis, sur le reste du linéaire, c'est un peu moins bien. On a des conditions qui peuvent rester défavorables toute la journée. On voit très clairement, des fois, au mois de juillet, on peut avoir 60, 70, 80% du temps où on est en condition de stress. Ça veut dire que pendant plusieurs jours consécutifs, la température va rester dans des valeurs de stress pour la truite, donc va poser problème forcément pour sa survie. Donc sur ces secteurs-là, c'est les apports d'eau froide et les refuges thermiques qui sont déterminants. Ça va permettre aux poissons de se déplacer. Vous l'avez vu, même si c'est sur des petits secteurs, ils vont aller se déplacer pour gagner 1 ou 2 degrés et finalement passer un peu la période difficile. Donc, d'où l'idée qu'on a effectivement de bien localiser ces poches froides, ces habitats plus froids, pour aller vous avez vu sur les cartos, on peut être très précis, donc on peut dire de tel endroit à tel endroit. Là, c'est une zone de refuge thermique majeure, et ce secteur-là, il faut faire en sorte de le garder, parce que s'il n'existait pas, ça poserait certainement problème pour la faune piscicole en général, quoi. Donc, les grandes mesures prioritaires qui peuvent ressortir de ce travail-là, c'est d'abord, il y a des mesures conservatoires. C'est qu'on a identifié 4 apports d'eau froide majeurs, qui sont l'Ars,
le trou bleu, les résurgences dans le tronçon court-circuité et les résurgences à Val-de-Vaux, si elles n'existaient pas, ces 4-là, on n'aurait pas cette situation sur la Bienne. Donc, il y a un travail à faire, effectivement, pour les conserver. Et puis, des protections immédiates aussi et sur le long terme, des refuges thermiques locaux, parce qu'eux aussi, ils ont leur importance. Alors, ils n'ont peut-être pas une importance, ils ne viennent pas influencer le profil thermique de la rivière. Par contre, localement, ils permettent aux poissons de venir sur des secteurs pour passer là un cap difficile. Et donc là, il y a des possibilités de protection par réglementaire, par ce qu'on appelle l'arrêté Freyer, mais qui peut être pris pour protéger des zones essentielles à la survie des populations. Ensuite, il y a des aspects d'accessibilité sur les refuges existants. Il faut savoir aujourd'hui que de plus en plus, des études montrent que les poissons se déplacent plus l'été pour échapper aux conditions de température élevées qu'à l'automne pour aller chercher des sites de reproduction. On a des collègues qui ont montré ça, notamment dans les Pyrénées, mais sur d'autres secteurs en France. Maintenant qu'il y a des suivis thermiques et des suivis de migration par puce sur les poissons, on peut faire ce genre d'études et c'est nouveau, mais il faut prendre ça en compte. C'est qu'on va avoir des besoins de déplacement à des périodes qu'on n'avait peut-être pas identifiées il y a 10 ou 15 ans quand on a créé les passes à poissons ou quand on a travaillé sur le franchissement. Et donc, il faut pouvoir rendre franchissables les ouvrages, y compris à condition d'étiage, pour permettre aux espèces et d'aller à l'amont chercher des secteurs plus favorables thermiquement. Ensuite, il y a tout un pan de zones de réchauffement sur lesquelles il faut travailler. Alors, il y a les barrages retenus, on a vu qu'effectivement, ils viennent réchauffer localement la température. On l'a vu aussi sur le Lison, qui provoque un réchauffement sur la Bienne au niveau du tronçon court-circuité. On l'a vu au niveau des traversées urbaines comme sur Morée. Et puis, je ne l'ai pas montré spécifiquement, mais le travail sur l'ombrage, il est loin d'être anodin. Il y a des études aujourd'hui qui sortent qui montrent bien ça, qu'effectivement, on peut réussir à éviter les élévations de température en travaillant en réduisant l'ensoleillement et donc en travaillant sur la ripisylve, une ripisylve protectrice sur le bord des rivières. Et puis ce qui est important, on l'a vu, c'est les échanges nappes-rivières. Quand on n'en a plus, les températures augmentent et on a du mal à regagner derrière. Donc, il faut travailler sur la restauration, en tout cas sur la conservation et la restauration de ces échanges, par de la restauration des processus hydromorphologiques. Il faut faire en sorte de remobiliser effectivement ces échanges et de reconnecter la nappe à la rivière. Et également, d'augmenter les effets refuges. On peut augmenter les effets refuges existants, mais on peut aussi créer, si on le souhaite, des refuges thermiques, si c'était nécessaire. Il y a des exemples qui commencent à sortir en Amérique du Nord, où ils créent des refuges thermiques pour le saumon atlantique en créant des forages dans la nappe et en restituant à un endroit le forage uniquement pendant les périodes de forte chaleur. Voilà la synthèse de tout ça. Donc, pour rappel, donc on a été chercher des données. Donc ça, c'est la démarche de conservation qu'on a mis en place. Donc tout d'abord, les données quantitatives et qualitatives, ça c'est ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant. On vous a présenté aussi la spatialisation de ces informations-là. Donc c'est bien, on voit qu'on met en évidence des poches de biodiversité, des poches de diffusion, des informations relatives entre les secteurs, des secteurs plus abondants, des secteurs moins abondants, etc. Que ce soit sur le poisson, les invertébrés, l'oiseau, on met de la thermie, on voit aussi des aspects réglementation, parce que on n'en a pas parlé, mais on a confronté en fait nos cartes à la réglementation sur les réservoirs biologiques, etc. Et maintenant, ce qui est important
parce que pour arriver à un programme d'action, ce qui est important, c'est de pouvoir hiérarchiser les tronçons entre eux. Donc, parce que même si tous peuvent paraître importants, on voit bien, on l'a vu sur ces cartos, qu'il y avait des tronçons qui paraissaient, en tout cas, avec des possibilités de diffusion plus élevées. Donc, on a essayé d'objectiver la hiérarchisation par un calcul de score à partir de critères, à la fois pour le poisson, les invertébrés et les oiseaux, et puis un score de synthèse. Et tout ça pour nous permettre de bien avoir des informations d'enjeu et de priorité de restauration pour bâtir un programme d'action pour le parc. Donc les données quantitatives, la spatialisation. Donc là, je vais vous expliquer la hiérarchisation des tronçons. Donc voilà ce qu'on a obtenu, si on devait faire la synthèse des résultats présentés. Pour les 3 volets biologiques, les différentes poches identifiées. Et lorsque on met ensemble ces informations-là, en gardant bien en tête qu'on travaille bien sur des aspects de trame turquoise, c'est ce qui permet de travailler sur ces aspects de trame turquoise, c'est qu'on travaille à la fois sur des espèces d'oiseaux qui vont voler d'un secteur à l'autre, des invertébrés, comme l'a dit Quentin tout à l'heure, qui peuvent passer d'un cours d'eau à l'autre, etc. Et des poissons qui, eux, ont plus la nécessité forcément de rester dans l'eau. Donc voilà, on va hiérarchiser le rôle de diffusion des différentes poches et puis hiérarchiser ensuite les actions selon un niveau de faisabilité. Donc là, juste pour ce qui nous paraissait important, c'est de pouvoir hiérarchiser les poches de diffusion, c'est-à-dire mettre ici, réussir à placer sur un diagramme d'une capacité à diffuser la biodiversité, donc en partant de celles qui ont le plus de capacité à celles qui ont le moins de capacité, où se placent nos 35 tronçons sur un axe de capacité à diffuser la biodiversité. Ça va avoir beaucoup d'abondance et avoir beaucoup de diversité pour les 3 volets biologiques. Et donc pour ça, on a défini des indicateurs, des critères avec une notation sans pondération pour donner le même poids à l'ensemble de nos indicateurs. On n'a pas essayé de favoriser les poissons par rapport aux invertébrés ou aux oiseaux, et on n'a pas essayé de favoriser les espèces par rapport aux densités, etc. De manière à avoir quelque chose d'objectif. Et donc, c'est la technique du scoring on ranking qui s'applique, qui est une technique classique en biologie de la conservation pour hiérarchiser des importances de conservation. Donc en fait, voilà, on retrouve ici nos questions, on retrouve ici nos tronçons, depuis l'amont jusqu'à l'aval, avec en gris les affluents et en blanc les secteurs sur la Bienne. Et puis voilà nos scores, et voilà encerclés de violet, ceux à chaque fois, que ce soit pour le poisson, pour les invertébrés ou pour l'avifaune, qui ressortent du lot, c'est-à-dire qui permettent de hiérarchiser. Ceux qui sont à un score ici à 4 ont une capacité de diffusion plus élevée que ceux qui sont à 2 ou que ceux qui sont à 1, liés à leur abondance et à l'aspect patrimonial. Et pareil pour les invertébrés ici. Donc voilà. Alors sans surprise, on va retrouver les secteurs qu'on vous a présentés, mais sans hiérarchie. Là, ils sont hiérarchisés. Et puis après, on fait une synthèse des trois volets, ce qui nous permet d'avoir enjeu biodiversité globale, quels sont les secteurs qui ont le plus de capacité de diffuser de la biodiversité, donc qui vont participer à la résilience de la Bienne. Pour quand il y a un problème sur la Bienne, c'est sur ces tronçons-là d'abord qu'il faut compter pour pouvoir recoloniser en termes de biodiversité les autres secteurs. Donc on retrouve ici les priorités. Donc on a redéfini les priorités 1, priorité 2 en fonction, donc pour les 3 volets biologiques, pour permettre d'avoir une visualisation cartographique. Mais il y a le détail dans le tableau, c'est plutôt
le gestionnaire, en tout cas le parc, va plutôt s'intéresser aux informations brutes plutôt qu'à la représentation cartographique. Voilà, si on synthétise les trois, aujourd'hui, s'il y a deux zones, les zones prioritaires, en termes de capacité de diffusion, c'est le bas de la Bienne, parce que c'est là où on voit que ce soit sur l'aspect poisson, invertébrés, oiseaux, on a les meilleurs scores. Donc on a des poches de diffusion qui sont importantes sur ces secteurs-là. On en a un autre ici, nous c'est les secteurs BI11, BI10, donc c'est l'aval c'est Chassal, hein, en fait, si on fallait le replacer. Et puis le secteur Tacon, hein, aval Tacon, et puis amont de Saint-Claude. Et puis on a des zones qui sont, on a mis priorité 2, mais c'est juste qu'ils ont une notation un peu en dessous par rapport à leur capacité de diffusion. C'est le secteur de Mollinges à Chassal. Et puis, c'est le secteur ici, tronçon court-circuité. Voilà. Aval des tables. Et puis, les gorges de la Bienne, au-dessus entre Saint-Claude et Morée. Voilà. Après, il y a un travail, du coup, de définition d'action et de planification. Alors là, on va se passer plus dans l'axe gestionnaire, on va dire. On a essayé de faire le même exercice qu'Arnaud, mais en essayant de retrouver les objectifs par rapport à cette étude-là. On a le laser. Comment tu mets le laser, Arnaud ? Le premier axe, on a essayé de les... forcément, hein, il y a des actions qui vont regrouper plusieurs choses. Hein. C'est-à-dire quand vous travaillez sur de la morpho, ça peut être sur de la thermie, mais ça peut être aussi sur de l'espace latéral, sur plein de choses. Donc on a essayé de catégoriser en 6 grands objectifs. Préserver via la mise en place d'actions réglementaires. Acquérir des données thermiques complémentaires et mettre en place un observatoire thermique. Évaluer les contraintes de migration piscicole actuelles. Gérer la diversité intraspécifique, ce que disait Arnaud, entre méditerranéenne et atlantique. Limiter les effets du réchauffement climatique sur la température de l'eau. Et réduire la fragmentation par les ouvrages pour rétablir les flux de gènes. Concrètement, derrière, c'est là qu'on commence à s'amuser dans la partie gestionnaire. On a essayé de faire quelque chose qui a un peu un score de faisabilité. Donc je me suis basé un peu sur la même chose qu'a fait Arnaud, c'est-à-dire en fonction du volet technique, foncier, usager, réglementaire, financier, les aides que les partenaires peuvent donner dessus ou les délais envisageables, de dresser un peu une note sur 20 pour au moins identifier des grandes tendances en fait, en fonction des actions. Donc vous voyez, ça peut être de complexe à simple. Alors de complexe à simple, techniquement, c'est pas forcément... ça peut être des grands projets, peuvent être simples techniquement, mais par exemple, si vous arasez un ouvrage, ça peut être complexe. Le foncier, ça peut être la même chose. L'usager, c'est par exemple, s'il y a une centrale hydroélectrique et il produit de l'énergie, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué de faire une action. Donc voilà, on a essayé de le mettre d'un point de vue plus gestionnaire. Et donc, ça va vous dresser un tableau en fonction des objectifs comme ça. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail de toutes les actions, bien évidemment, mais on a quand même dressé 48 actions dans le cadre de ce programme-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres actions en dehors de cette étude-là. Je préfère le dire quand même. Alors, vous verrez pas en détail, mais globalement, à la fin, ça vous dresse des notes. Et l'idée, c'était un peu de se rompre à l'exercice pour voir si quand même, il y a des choses qui ressortent. Et en face, on met des porteurs de projets. Donc des fois, ça peut être le parc, mais quand c'est un axe réglementaire, ça peut être la DDT ou le FB. Donc là, je suis désolé si vous voyez pas bien. Il y a un focus après sur la diapo suivante, je me souviens plus. Je crois que oui. Je vais passer à l'autre d'après. Ça sera... Ouais, c'est léger. Mais c'est pas grave. C'est pour vous donner un exemple. Forcément, vous avez un objectif principal dans le cadre de l'appel à projet. Vous avez des objectifs complémentaires. Ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, si vous restaurez la Bienne à l'aval du pont de l'Avancia, c'est de la reconquête d'espaces de bon fonctionnement et c'est aussi des gains multi-compartiments en fonction de ce que vous faites comme travaux. Et on dresse un score en face. Ce qui est assez intéressant, donc là c'était pour vous donner un peu un exemple, ça peut être de la restauration morpho, ça peut être d'étudier, de planifier par exemple des travaux pour augmenter l'impact des plumes froides que parlait Arnaud tout à l'heure, donc des zones très spécifiques, mais ça peut être aussi des travaux sur certains barrages,
Alors, travaux sur barrage, ça peut être de l'arasement, mais ça peut être aussi de l'aménagement de barrage pour essayer de limiter des effets thermiques. Et étudier, par exemple, les possibilités, ce qu'on discutait tout à l'heure de forage. Moi, je ne suis pas super partisan de ça, très honnêtement. Mais c'est une réalité. C'est une réalité de choses qui se testent dans d'autres pays où, malheureusement, quand vous êtes à 25 partout et tout est létal, il faudra se poser la question. Sur cet axe-là, pour vous donner quelques exemples, alors là, c'est un des axes les plus compliqués, c'est-à-dire régler le problème de fragmentation sur la Bienne avec des barrages conséquents qui font 30 à 40 mètres de large et des fois plusieurs mètres d'eau, voire même des fois 10 mètres de haut, ça va être compliqué. Si on prend le cas du barrage d'Étable, qui est un des plus problématiques sur le linéaire, le cas du barrage d'Étable, je ne le retrouve plus dans tous les barrages tellement il y en a. Il est ici. Forcément, vous allez avoir un scoring qui va être faible parce que vous avez des difficultés techniques, vous allez avoir des difficultés en termes d'usage, de réglementation et des coûts assez élevés. Donc voilà. C'est le cas sur certains barrages. À pointer quand même sur le cas du barrage de la Marbrerie, qui n'a plus d'usage aujourd'hui. Là, c'est la fédération de pêche qui va faire l'acquisition dans pas longtemps. Donc forcément, on a un contexte d'opportunité qui fait que ça peut être favorable pour pouvoir mettre en place une action de restauration. Donc voilà. Il y en a quelques axes qui ressortent quand même. Ce qui est intéressant, et on voulait passer un petit peu de temps là-dessus, Arnaud a remis un peu un résumé de tout ça, de dire quand même si on met tout ça en termes d'outils d'aide à la décision, sans rentrer dans du détail de tout ça, on s'aperçoit quand même qu'en fonction du niveau de faisabilité gestionnaire et la capacité de diffusion, on a quand même des choses qui ressortent. Et étonnamment ou pas, déjà, les questions de restauration morphologique sont plutôt bien passées sur certains secteurs. Donc les restaurations morphologiques, on travaille directement sur les échanges de nappes ou autres. La question d'arrêtés réglementaires, ça peut être fait rapidement. C'est-à-dire changer des arrêtés de frayère, ça peut se faire assez rapidement. Alors à l'échelle de l'administration, certes, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Les réservoirs biologiques, pareil. On discutait de peut-être mettre en place plus tard des questions de réserve naturelle ou autres pour protéger certains secteurs très très importants, comme la basse vallée de la Bienne. Les questions d'études, forcément des études ou des volets de connaissances que vous voyez ici, par exemple, donc les questions de ruisseau, là, de comprendre d'où vient l'eau froide, etc., c'est des choses qui sont faciles à mettre en œuvre et, entre guillemets, assez rapidement, on peut enlever les trous dans la raquette. Forcément, toutes les questions de barrage, on va se retrouver ici. Parce qu'on est dans des niveaux de faisabilité qui sont beaucoup plus difficiles et il y a, enfin, c'est pas nouveau, on va pas se le cacher, hein, c'est-à-dire il y a une confrontation entre le volet énergétique et le volet de restauration de milieu. Voilà, globalement, si vous avez des questions là-dessus, l'idée, c'est, en fonction des 6 grandes thématiques, on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses possibles et on peut hiérarchiser. Et ce que disait Arnaud tout à l'heure, on parle sur du long terme. C'est-à-dire un peu les exemples de travaux qu'on vous a donnés, par exemple les travaux qu'on a fait à Jure-la-Mancia ou des grands travaux qui ont été faits sur d'autres syndicats. Il ne faut pas s'attendre à des résultats d'échanges nappe-rivière en 5 ans. On est sur des processus qui ont été détruits il y a 100 ans. Pour pouvoir les rétablir, ça va prendre des dizaines d'années avant que le fond se recompacte, etc., et qu'on a des choses qui soient viables dans le temps.